Avoir l'esprit ailleurs, cela arrive-t-il régulièrement à votre adolescent? Éprouve-t-il des difficultés à maintenir son attention? Cela a-t-il des conséquences sur ses résultats scolaires? À quoi cela est dû? Peut-on appliquer des méthodes pour l'aider à travailler sa concentration? Et comment déceler d'éventuels troubles ou pathologies? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Chris Miazzola, psychologue et neuropsychologue à Saint-Dizier, et Jessica Marchand, sophrologue à Verdun. On va commencer par une première question. Je me tourne vers Jessica. Je me permets cette familiarité. Je crois que vous voulez être appelée par vos prénoms. Vous vouliez nous expliquer un petit peu la différence, la nuance entre le principe de l'attention et de la concentration. Alors pour les grands principes, moi je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Pour autant, il y a quand même une différence et qu'il faut déjà, selon moi, avoir su se fixer et porter justement l'attention, une attention particulière pour ensuite pouvoir développer la concentration. En sophrologie, on utilise des moyens pour le faire. Voilà, tout simplement. Effectivement, il y a une différence. Il y a se fixer et ensuite appuyer pour pouvoir rester concentré. Je ne sais pas ce que... Mais disons qu'au fait, ce qu'on peut considérer, c'est que la concentration fait partie de l'attention. Cognitivement parlant, on parle surtout de l'attention. Sauf que dans l'attention, on a différents types d'attention. Il y a l'attention sélective, l'attention divisée et l'attention soutenue. Pour faire la distinction, l'attention sélective, c'est un petit peu ce que l'on peut faire quand on est en soirée, par exemple. Lorsqu'on discute avec quelqu'un, pendant un certain temps, on ne va plus s'apercevoir du bruit qu'il y a autour et surtout de ce que la personne dit. Et c'est lorsqu'on arrête la conversation qu'on s'aperçoit du coup de tout le bruit qu'il pouvait y avoir autour. Donc ça, du coup, c'est l'attention sélective. Donc le cerveau fait un petit peu un sas, il sélectionne l'information qui est importante à un moment donné. L'attention divisée, c'est le fait donc du coup de partager son attention entre différentes tâches, ce que l'on fait en général quand on conduit par exemple, le fait de conduire et d'écouter la musique ou bien de parler ou même de voir du coup ce qui se passe dans le champ visuel. Et l'attention soutenue, c'est le fait de maintenir son attention dans le temps. Et c'est souvent ça que l'on associe à la concentration, qui permet du coup donc de se focaliser, mais sur un temps du coup bien plus long en fait. La précision est faite. Je reste avec vous, Chris. Question toute simple et peut-être schématique. Est-ce que les adolescents sont plus concernés par les problèmes de concentration ou de déficit de concentration? Et si c'est le cas, pour quelles raisons? Disons que l'adolescence ne rime pas spécifiquement avec les troubles de l'attention. Et il faut bien distinguer entre troubles et difficultés. Un trouble, il y a des tableaux cliniques en lien avec ça. En général, le tableau le plus connu, c'est le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Mais on peut ne pas être concentré sans avoir de trouble, parce qu'il y a énormément de facteurs qui sont en jeu. Je vous donne un exemple, par exemple, lorsqu'on est pris par un état émotionnel difficile, on va dire, donc tristesse, anxiété ou autre, notre attention va être prise par nos pensées, ce qui fait qu'on sera moins concentré sur ce que l'on fait sur l'instant et donc donner l'impression qu'on présente des troubles alors qu'on n'en a pas. Mais c'est plus du coup périodique, on va dire. Dans le prolongement, quelles sont les causes susceptibles d'entraîner comme ça des problèmes de concentration? Qu'est-ce que vous pourriez identifier? Comme l'a justement précisé, il y a plein de causes. Elles peuvent être effectivement familiales, elles peuvent être amicales, elles peuvent être amoureuses aussi. L'adolescence, c'est quand même aussi les premières relations. Ils ne connaissent pas, il y a de l'inconnu, etc. Les troubles du sommeil, donc qui sont aussi souvent, de toute façon, troubles du sommeil, derrière il y a aussi une cause, etc. Donc je dirais que c'est vraiment multifactoriel. Et effectivement, avant de définir un trouble, au sens trouble, je pense qu'il faut vraiment aller chercher au départ une cause. Une cause, la source. Et nous, en sophrologie, on vient très vite, si vous voulez, dans le corps. Quand je dis dans le corps, c'est tout de suite en technique. Et justement, l'intérêt, c'est de travailler ensemble. Moi, je ne conçois ça qu'un travail commun avec le médecin généraliste, avec le psychologue, s'il y a, etc. Puisque chacun a quand même une mission. Et en tout cas, pour ma part, moi, je vais plutôt aller dans le corps, aller rechercher, en ayant connaissance de la cause. Si vous voulez, l'adolescent va pouvoir reconnaître déjà dans un premier temps ce qu'il ressent.
pour ne plus en avoir peur non plus. C'est une information ce qu'il ressent. C'est une information, son corps est son allié, c'est pas son ennemi. Par contre, on ressent quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se passe où? Et comment je fais avec ça? Donc c'est une belle information, on voit ça positivement, c'est une information. Maintenant, comment on s'en sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et effectivement, oui, il y a des techniques. Alors, cas concret, souvent les problèmes de concentration s'expriment lorsque les adolescents vont s'atteler à leurs devoirs. Pour quelles raisons et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème? Disons que par révise, ces cas de figure-là arrivent souvent. Disons que par rapport à ça, c'est là qu'on peut questionner la motivation, l'intérêt par rapport au devoir, par rapport à la tâche qui est demandée. Mais effectivement, comme elle disait justement, il y a plein de facteurs qui sont en jeu. Et donc, à partir du moment où c'est des facteurs plus en lien avec la situation de séparation ou autre, qui va entraîner, qui va déstabiliser l'état émotionnel, là, on va plus parler de difficultés d'attention et non pas de troubles d'attention. Lorsqu'on parle de troubles d'attention, c'est plus quelque chose, c'est plus neurologique. Et par rapport à ça, il y a des tests qui peuvent être faits ou pas. En tant que sophrologue, j'ai envie de dire, quel exercice concret vous pourriez proposer comme ça pour travailler la concentration? Parce que quelque part, le cerveau est un muscle, on le développe et notamment par rapport à ce problème-là du déficit parfois de concentration. Alors effectivement, une fois qu'on a pu détecter quand même une cause en tout cas, on va forcément aller dessus. On ne travaille pas de la même manière, il y a plusieurs techniques, faut le savoir. Néanmoins, si on prend une technique un peu plus générale qui pourrait être de toute façon bonne pour un adolescent, un enfant, un adulte, une personne âgée, etc. C'est déjà se refamiliariser sur ce que je disais, se fixer l'attention. Première des choses, nous par exemple, on va utiliser un objet qui est neutre. Parce que c'est dans l'instant, sans émotion, sans ressenti, sans signe, sans symbole, etc. Et on va déjà, si vous voulez, déjà en tant que sophrologue, vraiment c'est un travail commun. On fait ensemble en séance. C'est pas. Et donc voilà, je vais amener l'adolescent à observer, à refermer, etc. Mais dans un état, si vous voulez, d'éveil qui est un petit peu modifié, pour permettre justement aux connexions d'être beaucoup plus souples, beaucoup plus relâchées. Il y a une détente musculaire au départ, et ensuite, quand on est dans cette détente musculaire mais consciente, parce que l'intérêt c'est de rester en conscience. Pour pouvoir justement, l'objectif c'est de se rendre compte de ce que l'on est capable, mais de se rendre compte de nos limites et de pouvoir y porter une attention réelle en fait. Donc voilà, on va travailler avec un objet qui est neutre, une pierre, un morceau de bois, quelque chose de naturel, peu importe. Mais en tout cas pas quelque chose de personnel que l'adolescent rapporte. En tout cas pas au départ. Et puis voilà, on va travailler vraiment sur le volume, la forme, la couleur, la matière, etc. Donc là on se fixe sur l'objet. Et ensuite, on continue avec, par exemple, l'histoire de l'objet. Là, on va justement amener sur un état plus long qui permettra la concentration. Une concentration qui repart. En amont, on peut travailler aussi en respiration. Donc là, je vous parlais de l'objet neutre, qui est utile. Puis après, on pourra, pour un adolescent, par exemple, c'est intéressant dans l'échange positif, toujours de savoir ce qu'il aime. On pourra le reporter sur un sport, de la musique, les sens, etc. Il y a vraiment beaucoup, si vous voulez, on a beaucoup de techniques qui permettent à un moment donné de s'arrêter dans l'instant présent et uniquement sur une tâche. Mais, comme je dis, c'est la loi de la répétition. La sophrologie, c'est pas de la magie, c'est, voilà, on répète. Mais c'est valable pour nous tous, on sait répéter le négatif. On sait répéter une situation qui a été inconfortable et on se la répète, on se la répète. On ne le fait pas avec une belle situation positive. Un adolescent, on va lui dire, comme pour un adulte, là, tu viens de sortir, par exemple, je sais pas, d'un examen. Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite maintenant et où ça se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là? Alors on va vous dire, j'ai le cœur à fond, j'ai le sourire jusque-là, etc. Et ça, il faut qu'il se l'imprime. Parce que dans chaque situation difficile, ou en tout cas, par exemple, un autre examen futur qui va repasser, il se remettra dans cette situation positive. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment une loi de répétition, et donc pour cet objet, pour la respiration aussi, c'est de la répétition. Oui, on a des outils. Alors, on vient de allez-y, je vous en prie. Enfin, je voulais juste compléter du coup par rapport à ce qu'elle disait. Pour les adolescents qui présentent des troubles de l'attention, là du coup l'accompagnement va être un petit peu différent. Disons que lorsqu'on a un trouble, c'est quelque chose qui est avéré, on ne fait pas exprès, c'est un peu comme la myopie, c'est un handicap en fait. Et disons que par rapport à ça, donc l'accompagnement va être un petit peu différent.
Le plus important va être déjà d'identifier où se situe le trouble. Est-ce que c'est l'attention sélective, est-ce que c'est l'attention soutenue ou pas. Et dans l'accompagnement, ça va être déjà de faire comprendre aussi à l'enfant ou l'adolescent qu'il ne fait pas exprès, que c'est son cerveau qui ne fonctionne pas de la manière dite normale, comme on peut l'entendre. Et par rapport à ça, on va pouvoir définir comment on peut l'accompagner. Vous prenez une personne qui a un handicap physique, ce n'est pas parce que vous allez lui dire allez voir le kiné, travailler, qu'il va s'améliorer. Donc on voit si c'est possible de travailler, à ce moment-là on y travaille, comme pour l'attention concentration. Si c'est pas possible, on peut donner un fauteuil. Donc le fauteuil pour la personne handicapée et pour la personne du coup qui a des troubles de l'attention, on trouve un peu son fauteuil à lui au fait. Et donc dans ce fauteuil, ça va être d'adapter un petit peu ce fauteuil en lien avec ses difficultés, mais il ne suffira pas d'adapter que ce fauteuil, mais il faudra aussi adapter l'environnement. Parce que si vous prenez une personne qui a un handicap physique et que vous donnez un fauteuil, et qu'en face il y a des marches, il n'y arrivera pas. Et donc à ce moment-là, au fait, il va falloir adapter également l'environnement. Donc pour l'adolescent qui a des troubles de l'attention, qui sont avérés, avec un bilan réalisé, on peut proposer un accompagnement donc, en travaillant soit en stimulant ce qui est déficitaire, soit en contournant, en passant par ce qu'il arrive à faire de mieux, ou alors en adaptant l'environnement. Ce qui peut se faire par exemple en classe, ça peut être de positionner l'enfant devant la maîtresse, ou alors de trouver des techniques qui peuvent lui permettre de faire dire attention, là tu n'es plus concentré, et donc recentre-toi sur la tâche. Alors là, vous nous donnez des techniques, des éléments un peu facilitateurs, mais est-ce qu'il y a des habitudes, de mauvaises habitudes, qui ont un impact justement sur la capacité à se concentrer ? Disons que tout ce que l'on fait dans la journée nécessite nos capacités d'attention, concentration. On a besoin de se concentrer sur tout ce que nous faisons. Si on est moins concentré, effectivement, on réalise la tâche avec une moins bonne performance. Donc tout ce que l'on peut faire va nous permettre de travailler justement ces capacités-là. Après, en fonction des différents types d'attention, effectivement, si on travaille un peu moins une capacité, et cette capacité devient, on devient un peu beaucoup moins expert dans l'utilisation de cette capacité-là. Il peut arriver, Jessica, je me tourne vers vous, de se perdre un peu dans ses pensées, de perdre le fil de sa pensée. Je suis en train de perdre le fil de ma phrase d'ailleurs. Je plaisante, mais à quel moment ça devient un problème, ça, cet état de fait-là ? Moi, je dirais qu'à partir du moment où on arrive, enfin, en tout cas, on a une tâche, un objectif, et que on n'arrive plus, ou en tout cas, on n'arrive pas à l'atteindre. Alors, c'est quand même préférable, si vous voulez, d'en prendre conscience en amont. Et comment on en prend conscience en amont, en tout cas, c'est aussi les techniques qu'on aborde en sophrologie. C'est la première des choses, c'est se découvrir ou en tout cas se redécouvrir. Se redécouvrir dans ses capacités, parce que ça aussi, ça va jouer dans la confiance en soi, hein, c'est important, mais aussi de connaître ses limites. Ce qui fait que, si vous voulez, au bout d'un moment, quand on se connaît mieux en sa personne, quand on travaille sur son ancrage, sur son équilibre, si on a appris à reconnaître nos limites, ce qui se passe en tout cas quand on a été au-delà. On peut aller au-delà, hein, on va toujours un peu plus loin et d'ailleurs ça permet aussi d'avancer, mais quand on en a conscience, on revient. On sait que là on a peut-être poussé un peu, on revient, etc. Mais pour ça, il faut se connaître ou apprendre à se reconnaître parce que je pense que voilà, beaucoup ont fait de belles choses, on a de belles capacités, parfois on n'y met pas l'accent, on ne s'en souvient plus, on ne s'en rappelle plus, voilà, on fait. On est effectivement, bon, j'anticipe peut-être sur d'autres questions, mais voilà, on est dans un moulinet. C'est bien de s'arrêter, en tout cas sur les choses positives que l'on a réalisées, et qui fait que, voilà, au fur et à mesure, quand vous en avez conscience, vous vous évadez, on revient, parce qu'on s'en rend compte. On se rend compte qu'à un moment donné, on a décroché. Pourquoi on a décroché? Alors après, c'est des questions, mais pourquoi on a décroché? Et on revient, nous par exemple, sur la respiration, on se refixe sur un objet, etc. On reprend ses points d'appui, on se redonne de l'énergie. Ça peut être aussi un manque d'énergie à un moment donné. Voilà, on va avoir une respiration un peu plus intense, histoire de se rebooster, puisque voilà, il y a un côté fatigue, etc. Donc ça, on le voit. Je rebondis sur l'image du moulinet, et je me tourne vers vous, Chris. À quel moment on peut se poser la question de savoir si une éventuelle hyperactivité est la cause des difficultés à se concentrer, des troubles de la concentration? Alors,
tout ce qui va influencer ma capacité à me concentrer sur une tâche peut être une cause. L'hyperactivité peut entraîner des difficultés d'attention, mais pas forcément un trouble de l'attention. À contrario de ça, un trouble de l'attention peut entraîner du coup un trouble de l'hyperactivité. Enfin, c'est souvent associé au fait. Donc je sais pas trop si on peut parler de lien de cause à effet, mais plutôt d'association, parce que ça ne met pas en jeu les mêmes fonctions cognitives qui vont pouvoir entraîner l'un ou l'autre. Mais bien souvent, ce que l'on retrouve, c'est un trouble déficitaire de l'attention associé ou pas à une hyperactivité. Je prends l'exemple concret des élèves dits surdoués, ou surdoués tout court d'ailleurs, qui peuvent parfois avoir un peu moins de concentration pour des sujets qui leur paraissent trop simples ou sans intérêt. À quel moment développer, stimuler vraiment l'intérêt pour vraiment contrer ce phénomène de concentration? J'espère que vous avez compris le sens de ma question. Moi, je ne suis pas sûr de l'identifier moi-même. Alors, oui, j'ai compris maintenant. Alors, du point de vue très technique, je ne pourrais répondre à cette question. Moi, je pars du principe, en tout cas, que forcément, s'ils ne portent pas d'intérêt, si vous voulez, ou parce qu'ils savent déjà, quelque part, c'est évident qu'ils vont s'évader. Alors, ils vont s'évader dans quelque chose qui, eux, les intéresse. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas mettre en place d'autres méthodes? Je ne sais pas. En tout cas, c'est évident que quand on n'a pas d'intérêt et qu'on ne porte pas d'intérêt sur quelque chose, c'est évident que c'est un facteur pour aller s'évader. Le lien est clair entre le manque de stimulation et le disons déficit de concentration. Un adolescent qui est dit surdoué, vous n'avez pas besoin de le stimuler parce qu'il le fera déjà lui-même. Sauf s'il est demandeur, à ce moment-là, on peut justement lui apporter cet environnement stimulant. Mais sinon, il va déjà se stimuler tout seul. Après, c'est vrai qu'on observe souvent des difficultés à se concentrer pour les personnes qui sont dites surdouées, mais ce n'est pas tant la concentration qui est en jeu, c'est qu'au fait, avec ce profil va être souvent associé ce qu'on appelle la pensée en arborescence. C'est avoir du mal à se fixer sur une seule idée. C'est en général, j'ai une question qui en amène une autre, 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 et tout ça fait que au final, je peux me perdre dans toutes ces questions. Et donc, c'est pas ma capacité à me concentrer, mais c'est plus une surcharge cognitive qui va se créer avec toutes les questions que je me pose, et donc au final, me perdre un petit peu dans toutes ces questions en fait. Et justement, est-ce qu'il y a un temps moyen, j'allais dire, pendant lequel la concentration est qualitative, si je puis dire? Voilà, et est-ce que les rythmes scolaires sont adaptés à ce temps pendant lequel le cerveau est véritablement disponible chez les adolescents pour se concentrer? Alors, sous justement l'oreille attentive, moi je dirais qu'ils ne sont pas déjà au niveau physiologique, hormonal. Ça ne se développe pas de la même manière. En tout cas, les montées de certaines hormones ne se fabriquent pas comme pour nous. Donc, par exemple, un rythme très tôt chez l'enfant, enfin chez l'adolescent et l'enfant de toute façon, mais surtout l'adolescent, il est réel. Selon moi, ils vont à l'école trop tôt, le matin. Et réellement, leur taux hormonal n'est pas en phase, si vous voulez, avec le rythme qui est imposé. Il faudrait commencer plus tard, les journées, Chris, à l'école? Ce que je dirais du coup par rapport à ça, c'est les capacités d'attention-concentration sont principalement gérées par la partie frontale du cerveau. Cette partie devient efficient un peu après la naissance et termine sa maturation à l'adolescence justement. Ce qui fait qu'un enfant ne va pas avoir les mêmes capacités d'attention-concentration qu'un adulte. En moyenne, un adulte c'est 45 minutes. C'est une moyenne. Mais au bout de 45 minutes, l'adulte va se déconnecter un petit peu de ce qu'il fait, mais ça va durer quelques secondes. Après, il va pouvoir se recentrer. Ce qui fait qu'après un certain temps, après 2 heures de concentration, décentration, concentration, je vais avoir du mal à me concentrer. C'est plus la fatigue du coup, parce qu'effectivement, on donne beaucoup et à un moment donné, on se fatigue, et donc on a besoin du coup d'un temps de repos plus conséquent. Donc pour l'adulte c'est en moyenne 45 minutes, pour l'adolescent il faut compter entre 35 et 45 minutes. Donc du coup par rapport au rythme scolaire, alors là c'est un sujet qui porte à débat. Effectivement, il y a aussi le fait des hormones autres, mais
ce que je vous dirais, c'est que on peut distinguer le rythme et la charge de ce que l'on doit apprendre, enfin, à l'école. Au niveau du rythme, je dirais, ça peut être adapté. Pourquoi? Parce que on n'enchaîne pas toute une journée d'affilée. En général, il va y avoir des exercices un petit peu par-ci par-là, et donc il y a souvent des temps de pause et, en règle générale, des récréations également qui sont en général toutes les 2 heures, il me semble, donc qui permettent du coup de reposer un petit peu l'esprit. Après, par rapport à la charge que demande l'apprentissage des cours, là, du coup, voilà, on peut ouvrir le débat. Et alors, autre notion, est-ce que les concepts de mémorisation et de concentration sont forcément liés, et en d'autres termes, lorsqu'on a du mal à retenir une leçon, par exemple, est-ce que c'est forcément lié à un manque de concentration? On disait tout à l'heure, tout ce que vous faites va nécessiter de se concentrer. Donc effectivement, si je ne suis pas concentré, je vais pas pouvoir avoir une mémorisation qui va être optimale. Mais ces deux capacités qui sont bien distinctes au niveau cérébral. On peut avoir des difficultés ou un trouble de l'attention concentration sans avoir de trouble de mémoire et vice versa. La question est sans doute, la réponse pardon est sans doute dans la question, mais est-ce que ces difficultés à la fois en termes d'attention et de concentration ont là aussi forcément un impact sur les résultats scolaires des adolescents? Ouais. Oui. Je pense que c'est simple. Si leur mémoire, leur tête, je dirais, et même leur corps est chargé en émotions, en pensées, c'est évident que de toute façon, enfin voilà, c'est comme un vase, hein, une fois qu'il est plein, il est plein, quoi. On ne peut pas en rajouter. Donc encore une fois, nous en technique, pour être un petit peu plus concret aussi de ce qu'on peut faire en sophrologie, il est évident qu'on va déjà, d'une part, une fois qu'on s'y ancrée, une fois qu'on respire, qu'on a des techniques, etc., c'est aussi de savoir se libérer. Ce qu'on appelle se libérer des tensions qui sont inutiles, ce qui est inutile. Et ensuite, parce qu'on a libéré de la place, on va pouvoir justement accueillir des choses plus, en tout cas de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités. Maintenant, si on déborde, on déborde. On ne peut rien, on ne peut pas en rajouter. Hein, voilà. Donc dans des techniques également, bien évidemment avec l'adolescent, son profil, ce dont il a besoin, quand on l'accueille, parce que voilà, c'est individuel, c'est personnalisé. Il n'y a pas une technique, on ne fait pas du tout la même chose avec chaque personne. En tout cas, à un moment donné, il est évident qu'on va leur apprendre, en tout cas leur montrer des techniques pour se libérer et faire de la place, pour les rendre disponibles. Et parce qu'ils se rendent disponibles et parce que surtout, d'ailleurs, on travaille plutôt si vous voulez, on met l'accent sur le système parasympathique, qui est le frein. Hein. On a 2 gros systèmes, moi je ne vais pas m'étendre dessus, mais en tout cas on a 2 gros systèmes, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique est là pour être dans l'action, dans la réaction face, voilà, notamment un danger, on va dire ça. Donc certaines de nos émotions, comme la peur, la colère, etc., parce que ça nous permet d'agir, parce qu'on se sent en danger. Donc le corps met tout en action pour soit s'en aller, soit combattre. Par contre, avec la sophrologie, l'objectif est surtout de redescendre, de mettre le frein, parce qu'on a remis le frein, on a lâché toutes les contractions, etc. Et là, on peut mieux accueillir aussi, si vous voulez, tous les nouveaux apprentissages qu'on ne peut pas faire si on est en train de fuir ou de combattre. Voilà. Pour rester sur la thématique de l'école, de l'enseignement en tout cas, apparemment ou a priori, tout le monde s'accorde à peu près à dire que pour favoriser la concentration, il faut de la motivation, il faut de l'intérêt. Comment on pourrait imaginer des moyens peut-être plus ludiques pour piquer la curiosité des adolescents, notamment au niveau des programmes scolaires, de l'enseignement de manière plus générale? Alors, ça aussi c'est une vaste question. Là, nous sommes 3. Je pense que si on demande les intérêts, la motivation de chacun, on va pouvoir obtenir 3 réponses différentes. Imaginez que dans une classe, il y a 30 adolescents et donc potentiellement 30 avis, 30 intérêts qui peuvent être totalement différents, voire peut-être aussi se ressembler. Donc, trouver un centre commun à tous, pas simple. Ça sera pas simple. Donc effectivement, on peut travailler pour trouver des centres des centres d'intérêt qui vont pouvoir accrocher un petit peu les adolescents, mais
L'objectif, ça va être surtout de trouver quelque chose qui va attirer un maximum ou alors de varier aussi pour que si jamais je n'éprouve pas d'intérêt sur ce que je fais maintenant, je sais au moins que dans 1 heure ou même demain, on pourra faire quelque chose qui va m'intéresser. Parce que la vie, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi ce qui nous intéresse pas. Et peut-être que même le fait de faire quelque chose qui ne m'intéresse pas, ça peut même générer une certaine frustration qui peut être bénéfique, notamment pour la vie active où on n'a pas toujours ce que l'on veut. Eh oui, malheureusement. Des psychologues, des psychiatres incriminent souvent, régulièrement en tout cas, les écrans, le zapping. Est-ce que finalement, ces difficultés à se concentrer, c'est un petit peu le reflet d'une époque comme ça où on consomme les choses très rapidement, on passe d'un sujet à l'autre. Voilà. Est-ce que quelque part, il y a quelque chose de générationnel ou presque civilisationnel, j'ai envie de dire? Alors moi, j'ai pour philosophie de toujours trouver que tout est bien tant qu'on est à l'équilibre, en fait. Globalement, je pense que tout est bon. Tout nous permet d'avancer. Même la technologie d'aujourd'hui est belle, elle a ses intérêts. Savoir revenir aussi à des choses plus simples ont également leurs intérêts. Maintenant, je pense que c'est un dosage. Alors, l'adolescent n'a peut-être pas cette capacité à avoir ce dosage. Donc, pourquoi pas, effectivement, dans un échange avec eux, de trouver des compromis. Parce que, des temps. Par contre, je pense que dans l'échange, l'adolescent a toujours besoin de voir et de comprendre et de voir un début et une fin. En compromis, écoute, il y a ce temps-là, derrière on fait ça, on donne un horaire, c'est de telle heure à telle heure, et ils sont très pointus. Selon moi, j'ai aussi 2 adolescents. Voilà, il faut un début, une fin, et pourquoi et comment, et un accord commun. Je pense que comme ça fonctionne. Parce que et là où par contre je trouve que c'est néfaste pour ma part, c'est d'être multitâche. En tout cas multitâche sur un instant, un téléphone qui vibre, je sais pas, quelqu'un qui exerce quelque chose à côté, la pensée qui part là-bas, etc. Je pense que c'est important quand même de savoir se centrer, se dire là je suis sur telle action, là je vais 1 heure après être sur telle action, etc. Je ne dis pas qu'il faut pas savoir faire plusieurs choses en même temps, parce que dans la vie, même adulte, parfois on n'a pas le choix aussi, il faut faire plusieurs choses en même temps, donc avoir cette capacité, mais c'est aussi important, et ça vaut pour l'adulte, de savoir revenir aussi à une tâche unique, pour justement ne pas s'épuiser, ne pas perdre les idées, etc. Merci beaucoup Jessica, merci Chris pour ces échanges très éclairants, et à bientôt pour un nouvel épisode de Parents, tout va bien.